qui sortent un peu de l'ordinaire, qui s'appelle Du stade vers l'emploi, les job dating inversés, et nous finirons juste par vous présenter quelques nouveautés dans les recrutements qui pointent leur nez et qui seront sûrement développées demain via notamment le jeu. Alors pour commencer, la MRS, qu'on appelle la MRS, c'est la méthode de recrutement par simulation. C'est une méthode qui a été créée par Pôle emploi. On a une équipe spécialisée MRS qui, en fait, le principe, c'est de ne pas partir sur un CV, donc de ne pas partir de la manière classique, c'est de partir en dehors du CV, de ne pas partir sur des compétences ni même des diplômes d'un candidat, mais de faire tester des candidats sur des habilités et des capacités que le candidat pourrait avoir sur un métier donné. Donc, en fait, c'est des kits ils appellent ça des kits MRS. Ils font un kit spécifique par métier. Et sur chaque métier, en fait, le principe, c'est de faire évaluer les capacités. Donc, on va déceler si la personne a les capacités du métier sans même partir sur une expérience qu'il aurait pu avoir ou ne pas avoir, justement, et ne pas partir sur un CV ni même un diplôme. Donc, on ne part pas sur des a priori, mais bien sur des tests, comme on pourrait partir sur un concours, par exemple. Donc, le principe, c'est que il y a un certain nombre de points à obtenir, un petit peu comme un concours. Et la personne, par exemple, sur 650 points, elle doit, par exemple, avoir 500 points. Et si elle obtient ces 500 points minimum, ça lui donne ça lui donne l'accès à un entretien avec l'employeur. Donc, bien retenir que c'est une méthode qui part pas du CV, mais bien des habilités, des capacités d'un candidat par rapport à des tests qui sont préétablis par l'équipe MRS. Donc, voilà, c'est pour du CDD ou pour du CDI. Les avantages pour l'entreprise, c'est d'aller au-delà du CV, justement, de partir sur des candidats que vous n'auriez pas forcément sélectionnés avec un CV. Donc, ça donne un choix plus large et un autre type de choix. C'est de gagner du temps aussi dans le processus de recrutement. Pourquoi? Parce que du coup, quand les personnes font les tests MRS, en fait, le principe, c'est déjà de les évaluer. Donc, en fait, quand on voit que la personne peut faire telle ou telle tâche, ben, on a déjà testé la personne et on sait qu'elle pourra le faire en situation réelle. Donc, c'est déjà la présélection technique, on va dire, ou même comportementale. Ça peut être des choses comme ça aussi. Donc prévenir les risques de turnover, puisque déjà du coup on a déjà présélectionné de manière technique et comportementale. Et puis aussi, comme je le disais, lutter contre les discriminations à l'embauche, puisqu'on ne part pas sur ni un nom, ni une compétence, ni un diplôme, mais vraiment là, on prend la personne de manière neutre, à zéro, avec ces tests MRS. Pour les candidats, les avantages, c'est qu'ils sont mis en situation réelle sur les habilités. Et puis, ça peut donner un accès direct à un poste. Alors, je peux donner des exemples de MRS. Par exemple, ça peut être pour des recrutements en nombre. Par exemple, un carrefour, une ouverture d'un carrefour dans une ville. Il va avoir, par exemple, besoin de 20 hôtesses de caisse. On peut faire donc, et souvent, ça passe par la MRS, ce type de contrat-là. Puisqu'il y a des recrutements en nombre, on va tester un certain nombre de personnes et les personnes qui auront obtenu le score suffisant pourront avoir un entretien de recrutement. Alors, un exemple que moi j'ai connu moi-même, parce que j'ai testé la MRS pour voir ce que c'était exactement, c'est bien de donner des exemples. Justement, sur hôtesse de caisse, par exemple, quelque chose qui est testé sur le kit, c'est, voilà, on vous fait faire une tâche et en même temps, il y a quelqu'un qui vous parle. Donc, en fait, c'est tester la capacité à passer des articles sûrement en caisse et à la fois de parler au client. Voilà, c'est le genre d'habilité qu'on peut demander à un candidat sur ce poste-là. La slide suivante. Donc, le processus de recrutement avec la MRS, c'est mis dans les, enfin, c'est communiqué au niveau des conseillers Pôle emploi. Donc, on sait qu'il va y avoir, ça va passer par une information collective où on va expliquer le principe de la MRS. Donc, la personne, elle est convoquée sur une date et on lui explique le principe de la MRS. Et ensuite, elle va passer la séance de recrutement MRS avec les tests que je vous parlais tout à l'heure. Et si le candidat a obtenu le résultat demandé,
il pourra accéder à l'entretien d'embauche avec l'entreprise. Alors, puisqu'on est avec des structures publiques, on vous a cité quelques métiers que l'on peut évaluer par la MRS, puisque bien entendu, les structures publiques font partie de ces processus. Donc, en tant que recrutement contractuel, puisqu'on n'est pas sur concours, bien sûr, on a pu évaluer des agents de restauration, des ASH, des secrétaires de mairie. Secrétaire de mairie, je sais que c'est un métier qui est difficile à pourvoir aussi et qui est très technique. On a pu évaluer aide à domicile, agent technique ou de service polyvalent en milieu rural, personnel périscolaire et chargé d'accueil. Donc, à chaque métier, il y aura un kit type différent par rapport aux compétences et aux capacités que la personne doit avoir sur le métier. Alors, je vais vous partager la vidéo. Est-ce que je peux partager? Donc, en fait, on va passer à l'approche par compétence. Et avant de vous présenter vraiment le dispositif de l'approche par compétence, on va vous passer d'abord une petite vidéo pour vous le présenter de façon rapide. Isabelle, par contre, je ne peux pas partager mon écran. J'ai pas la main sur l'écran. Tu peux me donner la main? Eh ben, normalement, c'est fait, donc c'est ça qui... Je l'ai pas. Tout à l'heure, je l'avais, mais pas là. Ou alors c'est là. Je l'avais autrement tout à l'heure. Parce qu'a priori, c'est moi qui l'ai la main. Et moi, j'ai pas la d'accord. Eh ben alors vas-y. Ouais, mais du coup, moi, j'ai j'avais pas la partagé vidéo, tous les donc liens. il faudrait qu'on te redonne la main, toi. Ouais, il faut me donner la main parce que moi, j'ai préparé toutes les vidéos. Elles sont toutes prêtes. C'est un petit icône en plus qui me manque là. Attends, des exemples sur le secteur public. Sinon, on va peut-être continuer les slides et on passera la petite vidéo après. Juste après, en fait, on va commencer par les slides pendant qu'on cherche à donner la main à Virginie. Et ensuite, on passera la vidéo dans un deuxième temps, si ça vous convient. Ouais, mais Virginie, vous êtes bien en animatrice pourtant. Mais... Ah, ça y est, là, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Ouais. Depuis 2 minutes. 2 secondes. Hop. Merci beaucoup. Aujourd'hui, plus d'un tiers des demandeurs d'emploi occupent un métier différent de celui qu'ils occupaient auparavant. Et il y en a de plus en plus. Alors pour faciliter les reconversions et répondre aux évolutions du marché du travail, il existe une méthode utile aux recruteurs comme aux candidats, l'approche par compétences. L'approche par compétences est une méthode de recrutement innovante qui intègre l'identification des savoir-faire et savoir-être professionnels requis pour un poste, en plus d'une qualification, comme le travail en équipe, la capacité d'adaptation ou encore la curiosité. Et si ces compétences sont mises à l'honneur, c'est parce qu'elles sont transverses et transférables et donc peuvent s'appliquer à plusieurs types de métiers. Par exemple, un candidat créateur en bijouterie-joaillerie, métier qui requiert dextérité manuelle et bonne acuité visuelle, pourra s'orienter vers les métiers de la mécanique de précision. Ce sont les mêmes compétences qui seront sollicitées. Les avantages d'une telle approche? Ils sont doubles. D'un côté, elle élargit le spectre de candidats potentiels pour un recruteur, indispensable pour les métiers en tension. De l'autre, elle permet d'offrir plus d'opportunités d'emploi aux candidats. Vous êtes employeur, votre espace recruteur de Pôle emploi.fr vous propose désormais des profils de compétences. De cette façon,
Quand vous saisirez une offre d'emploi sur pôle emploi.fr, vous pourrez compléter les compétences que vous recherchez. Par ailleurs, votre conseiller entreprise est toujours là pour vous aider à définir un profil avec ses savoir-être professionnels et ses compétences transférables à vos métiers. Vous êtes candidat. Rendez-vous dans Mon profil de compétences sur votre espace personnel pour bien renseigner toutes vos compétences. Et pensez aussi à vous adresser à votre conseiller en évolution professionnelle. Il pourra vous recommander des métiers auxquels vous n'avez pas forcément pensé, mais qui pourraient vous correspondre. Car finalement, on est un peu tous des couteaux suisses. Merci beaucoup. Donc, nous allons reprendre un petit peu ce que nous présentait ce film. D'abord, c'est de dire une approche par compétence, c'est effectivement une nouvelle méthodologie qui existe déjà, mais qui se développe de plus en plus et dont Pôle emploi, en fait, agrémente à la fois des offres d'emploi en les mettant par compétences aussi, et à la fois en proposant des profils de candidats aussi avec des compétences. Alors, par les compétences, c'est quoi? C'est s'intéresser au profil des personnes et pas simplement à leur diplôme ou au métier exercé. Une compétence, elle peut s'exercer et s'acquérir dans différents métiers et pourtant être exercée encore dans un autre métier. Qu'est-ce que les compétences? Elles permettent d'exercer une activité en mobilisant quoi? 3 types de ressources. Les savoirs, qui sont des connaissances théoriques et techniques, qui sont souvent acquises par la formation ou par des connaissances transmises par d'autres. Les savoir-faire, qui sont des capacités à mettre en œuvre les savoirs acquis par la formation et les expériences, et les savoir-être professionnels, qui sont la manière d'agir dans un contexte professionnel. Pour ce faire, Pôle emploi, en fait, a fait un outil qui donne le référentiel des 14 savoir-être professionnels. Elles sont du coup reprises à la fois dans les fiches métiers avec les savoirs et les savoir-faire, c'est-à-dire quand vous rentrez dans ce qu'on appelle dans notre jargon le ROM, c'est-à-dire le référentiel opérationnel des métiers, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien, vous allez trouver, quand vous prenez un métier, on va prendre exemple agent de mairie, eh bien, vous allez avoir dedans à la fois les savoirs d'un agent de mairie et à la fois les savoir-faire. Ce qui va permettre effectivement à la fois au candidat et à la fois à l'employeur de pouvoir se repérer pour voir où il va chercher des candidatures et des profils beaucoup plus largement que dans les personnes qui ont déjà exercé ce métier ou qui ont le diplôme adéquat. Donc en fait, ça va permettre, avec tous les outils qu'on a à Pôle emploi, et vous trouverez en dessous le lien, ça va permettre effectivement de pouvoir rapprocher à la fois ces offres d'emploi qui vont être plus larges puisqu'elles vont avoir mis aussi les compétences nécessaires, les savoirs, les savoir-faire, et à la fois des candidats qui auront rentré, selon leur expérience et leur formation, tout leur savoir-être, leur savoir-faire et donc l'ensemble de leurs compétences. Donc si je reprends juste avant de passer la parole à Virginie, c'est bien par rapport à une approche par compétence qu'on va pouvoir aller rechercher des candidats qui n'auront peut-être jamais exercé le métier, qui n'auront peut-être jamais la formation, mais une fois qu'elles auront les compétences, on pourra, grâce à la formation et à un certain nombre de dispositifs que va vous présenter Virginie, justement amener ces candidats à exercer le métier dans votre établissement. Alors, une approche différente, mais qui est connue et qui est possible pour tous, y compris les structures publiques, c'est les immersions professionnelles. Ce que nous, on appelle à Pôle emploi la PMSMP, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, qui est la période de mise en situation en milieu professionnel. Le principe, c'est d'aller voir les conditions réelles d'un métier durant une semaine à un mois maximum,
Et il y a 3 objectifs par rapport aux immersions professionnelles. C'est soit, comme je le disais, de découvrir un métier, parce que la personne veut se réorienter et veut voir ce que c'est que le métier qu'elle a envisagé. Soit c'est pour valider des compétences, parfois quelqu'un qui n'a pas exercé depuis de nombreuses années, qui a besoin de revalider des compétences, ou c'est pour initier une embauche, donc plutôt pour l'employeur. Voilà, ça c'est les 3 principaux objectifs de l'immersion professionnelle. Ce qui a évolué au niveau de l'immersion professionnelle très récemment, c'est ce qu'on appelle l'immersion facilitée. En fait, c'est la même chose, sauf que maintenant, c'est beaucoup plus accessible à tout employeur, puisqu'il y a une plateforme type que vous voyez à l'écran. Donc, en fait, c'est très facilitant, hein, c'est assez facile, c'est le cas de le dire, hein, c'est pour ça que ça s'appelle immersion facilitée. C'est que, en fait, quand vous cliquez sur votre lien, ça enchaîne directement sur vos coordonnées et votre envie de prendre un candidat, ou à l'inverse, un candidat qui a envie d'aller sur une entreprise. Donc, sur cette slide, vous aurez le support, vous avez le lien qui vous emmène sur le site de l'immersion facilitée. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Ariane, peut-être? Je ne sais pas. Non, j'ai tout dit. Non, c'est très clair. Merci. L'idée, c'est de… Bonjour, Karim Albi, donc collaborateur de Virginie. Donc, l'idée de Immersion Facilité, donc là, faut vous référencer. Donc, les demandeurs d'emploi peuvent se référencer pour ceux qui sont à la recherche d'une entreprise d'accueil. Et vous, en tant qu'entreprise publique, vous avez également la possibilité de vous référencer pour justement permettre à des demandeurs d'emploi de rechercher une entreprise d'accueil justement pour réaliser cette immersion professionnelle. D'accord? Donc, et l'outil, ce qui est facilitant, c'est qu'en gros, ça génère automatiquement une convention qui est signée par tous, justement dans le cadre de la mise en place de cette période d'immersion. Autre avantage par rapport à ça, c'est que dans le cadre de l'immersion, bien entendu, la personne qui sera en immersion chez vous n'est pas rémunérée, puisqu'elle est censée être ou dans une découverte de métier ou dans une vérification de compétences pour occuper un poste auprès de votre établissement, par exemple. Donc, elle n'a pas de rémunération et bien entendu, Pôle emploi reste, j'allais dire, en responsabilité civile en cas d'accident du travail, bien entendu. D'accord, la couverture reste assurée par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi qui intégreraient le dispositif de l'immersion professionnelle aussi bien par une convention papier classique entre Pôle emploi, vous et le demandeur d'emploi que par l'intermédiaire de l'outil immersion facilitée. Donc, c'est comme une convention de stage qui permet de sécuriser le candidat s'il arrive quelque chose. Voilà, c'est une sécurité civile, comme disait Karim. Ça protège tout le monde. Au moins, c'est fait officiellement et c'est pas fait entre deux portes. Il y a vraiment une convention qui s'établit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, peut-être on va répondre au fur et à mesure. Et si on trouve le candidat via la place de l'emploi public, peut-on signer une convention avec Pôle emploi? Alors, pour répondre à Madame Lalou, l'immersion, alors, pour tout ce qu'il y a à la période de mise en situation au milieu professionnel, il n'y a que des prescripteurs qui peuvent la mettre en place. D'accord? Donc, il y a quand même quelques prérequis. Alors, les prescripteurs et les prérequis sont les suivants. Donc, pour les prescripteurs, principalement, c'est Pôle emploi. Vous avez la mission locale et vous avez également Cap emploi. D'accord? Pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, pour tout ce qui est prérequis pour les candidats, il faut bien entendu qu'ils soient inscrits en tant que demandeurs d'emploi ou suivis par ou la mission locale ou par Cap emploi. Et si c'est un salarié en reconversion, si c'est un salarié, pardon, il faut qu'il soit dans un dispositif de reconversion professionnelle. Si c'est juste un salarié lambda qui est en poste actuellement et qui souhaite intégrer une immersion dans votre établissement pour une découverte métier, par exemple, c'est pas possible. D'accord? En mobilité interne, par exemple, c'est pas possible. Ouais. Et pour répondre à la deuxième question de Madame Lalou, alors l'immersion professionnelle, ça peut être une période d'essai puisque effectivement l'immersion professionnelle permet d'initier une démarche de recrutement. Ça peut être, et on peut le voir également comme ça, comme une période d'essai, effectivement, tout à fait. L'immersion, elle répond à trois objectifs qui sont pas cumulatifs. C'est où on est dans une découverte métier, où vous êtes dans une vérification de compétences d'un candidat, ou vous êtes dans l'initiation à une démarche de recrutement, et là on l'assimile effectivement à une petite période d'essai. Mais il n'empêche que dans le contrat, après, vous avez encore une période d'essai, donc normalement, officiellement, oui. C'est pas forcément une période d'essai. Si vous voulez, lorsque
lorsqu'on le met en place dans le cadre d'une mini période d'essai, entre guillemets, c'est vraiment ôter tout doute avant l'embauche, si vous voulez. D'accord? Vous avez un candidat sur lequel vous souhaitez, on va dire, vous lui souhaitez lui laisser une chance. Et ben là, dans ce cas, avant de l'embaucher, vous mettez en place ce type d'immersion. Donc, une journée minimum, hein, parce qu'on a mis un mois maximum, mais c'est une journée minimum. Après la durée, j'allais dire, on la fixe ensemble. On va en vue du poste. Hein, on met pas un mois d'un coup comme ça. Hein, d'accord? Faut pas oublier que la personne, elle reste demandeur d'emploi. Elle n'est pas rémunérée par vos soins. Et en plus, si elle touche pas d'allocation chômage, elle a aucune rémunération. Donc, la durée, faut être, j'allais dire, assez flexible. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est quelque chose qu'il faut négocier entre les trois parties, hein, vous, Pôle emploi et le candidat en question. Et effectivement, après, on détermine une date et on l'assimile un peu comme une petite période d'essai avant l'embauche du candidat. Merci Karim pour ces précisions. Ouais, je t'en prie. Je laisse passer à la slide suivante. Alors, autre point sur lesquels Pôle emploi peut intervenir, c'est ce qu'on appelle c'est de l'aide à la formation dans le cadre d'un recrutement. On a des termes chez nous, un peu comme chez vous, hein, ce qu'on appelle l'AFPR et la POEI. En fait, c'est le même principe pour les deux, sauf que l'AFPR, c'est plutôt pour du CDD, voire du CDD long, alors que la POEI, AFPR, c'est plutôt pour un CDD de 6 mois, alors que la POEI, on est plus sur du CDD long ou du CDI. Donc, le principe AFPR, c'est aide à la formation préalable au recrutement. C'est toujours ce principe de former la personne avant embauche. Et pareil, ça permet aussi de voir les compétences de la personne pendant un certain nombre d'heures. Donc, les heures maximales sur une AFPR comme sur une POEI, c'est 400 heures, c'est-à-dire à peu près 3 mois si on est à temps plein. Et la formation peut être soit en interne, donc avec votre structure publique, vous établissez un plan de formation très strict, très précis, avec le nombre d'heures sur, par exemple, gestion de tel logiciel. Vous mettez un plan de formation très précis, parce que derrière, en fait, Pôle emploi peut donner jusqu'à 8 € de l'heure sur la formation. Donc, du coup, voilà, il faut vraiment que ce soit des choses très précises sur le plan de formation. Et ça peut être aussi une formation en externe avec un organisme de formation, toujours 400 heures maximum, sur le métier sur lequel on souhaite recruter le candidat. Le principe de l'AFPR comme la POI, c'est de rassurer aussi bien l'employeur que le candidat sur ses compétences. Et s'il manque des compétences, si vous êtes un petit peu en doute sur des compétences qu'il n'a pas encore acquis, par exemple, souvent c'est de l'informatique, ça peut être des choses comme ça, on peut se dire que voilà, ça peut être une période où il va apprendre ce qui lui manque un petit peu dans son bagage de départ. Alors, autre précision concernant l'AFPR, donc l'AFPR et la POI. Donc, ce qu'il faut savoir sur l'AFPR, donc l'action de formation préalable au recrutement, c'est que l'embauche est compris entre 6 mois minimum et on ne peut pas aller au-delà de 12 mois. Donc, si vous souhaitez embaucher une personne sur un contrat de 18 mois, on peut pas monter, en principe, on peut pas monter une FPR parce qu'on dépasse la durée légale qui est prévue par ce type de convention et on est obligé de passer donc dans ce cas par une POI. D'accord? Autre information concernant l'action de formation préalable au recrutement, c'est ce qui la différencie également de la préparation personnelle à l'emploi, c'est l'aspect tutorat. C'est-à-dire que dans une action de formation, on y inclut, vous pouvez aussi bien passer par un organisme de formation externe, pourquoi pas, mais le tutorat, dans le cadre d'une FPR, est considéré comme une action de formation. Donc, vous pouvez intégrer directement une personne sans passer par un organisme de formation pour former la personne si vous le souhaitez et le tutorer directement. Alors, et le tutorat est pris en compte dans l'aide à la formation. D'accord? Donc, on vous verse l'équivalent de 5 € de l'heure. Le statut du demandeur d'emploi, au même titre que ce qu'on disait tout à l'heure pour l'immersion professionnelle, il faut bien entendre que pendant cette période, le demandeur d'emploi est stagiaire de la formation professionnelle, donc il n'est pas rémunéré par votre structure publique pendant ce temps de formation. Il est rémunéré soit à hauteur de ses droits ARE, à allocation de retour à l'emploi, ou soit, comme c'est une formation Pôle emploi, il a un forfait de rémunération pendant cette période-là. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu aussi cadré sur 400 heures maxi, parce que pareil, il ne faut pas que ce soit à rallonge par rapport à la situation du demandeur d'emploi. Alors, par rapport à la préparation personnelle à l'emploi, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous optez pour ce type de dispositif,
vous êtes obligé de passer par un organisme de formation ou interne, si vous disposez d'un organisme de formation interne qui a bien entendu les agréments nécessaires, hein, ou par un organisme de formation externe. D'accord. On peut monter des actions de tutorat dans le cadre d'une POI, mais celles-ci, elles vous sont pas versées sous forme d'aide et elles ne doivent pas dépasser 50% de la durée totale de la formation si vous optez pour ce dispositif. Et autre remarque par rapport à ces aides à la formation, c'est que on parlait tout à l'heure d'une immersion professionnelle. Rien ne vous interdit, en tout cas, de monter une immersion professionnelle. Alors, au centre de Pôle emploi, parce que je viens de consulter le lien que nous a envoyé Madame Lesage, qui a apparemment une immersion au sein d'une structure publique pour les collaborateurs du secteur public, d'après ce que j'ai compris. On peut monter une immersion professionnelle pour un demandeur d'emploi au sein de votre établissement et rien ne vous interdit d'enchaîner derrière une AFPR ou une POI si c'est nécessaire. Et ensuite, vous l'embauchez après derrière. D'accord. Alors après, il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'on regarde ça avec vous, bien entendu, et on essaie de déterminer justement ce qui est envisageable, mais les deux peuvent être cumulatifs. Alors, il y a une question, visiblement, comment contractualiser le tutorat? Alors, concernant le tutorat, tout à l'heure, Virginie parlait d'un plan de formation. Donc, à partir du moment où vous indiquez dans le plan de formation les aspects du tutorat, parce que faut pas mettre juste tutorat de 400 heures, hein. Il faut expliquer sur quoi il va être tutoré. Est-ce qu'il va être tutoré sur, je vais dire n'importe quoi, moi, sur l'accueil l'accueil du public? Est-ce qu'elle va être tutorée sur un logiciel informatique? Est-ce qu'elle va être tutorée sur de la bureautique? Est-ce qu'elle va être tutorée sur de l'archivage? Enfin bref, sur l'aspect formation, nous, ce qu'on regarde, c'est les besoins de formation du candidat au regard de la prise de poste. Et on y intègre toutes les formations qui sont nécessaires dans le cas du tutorat ou d'une autre manière, si vous le souhaitez, pour permettre au candidat d'obtenir, j'allais dire, l'ensemble des compétences nécessaires pour occuper le poste. Bien entendu, dans la limite de 400 heures. Et donc, on a bien vérifié, hein, c'était une question qu'on m'avait posée une fois, les structures publiques peuvent avoir tous ces principes-là. Hein, tout ce qu'on vous présente, c'est pas que entreprises privées, c'est bien entendu les structures publiques. Bon, apparemment, on a répondu aux questions. Oui. Je te laisse la parole, Ariane. Oui, donc en fait, on vous avait présenté la méthode de recrutement par simulation, l'approche par compétences pour vous montrer un petit peu les différences de méthodologie. Maintenant, on va aborder plutôt les recrutements, mais dans la façon dont c'est mis en place. Vous connaissez tous les forums classiques, les job dating, et l'idée, c'est de vous présenter autrement, en fait, comment faire une rencontre entre une entreprise et un demandeur d'emploi ou un futur candidat de façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, on va s'appuyer dans le stade vers l'emploi sur le sport pour booster les recrutements. L'idée, c'est en fait qu'on va accueillir des participants, demandeurs d'emploi, recruteurs, en les identifiant uniquement par leur prénom. C'est-à-dire personne ne sait qui est candidat, qui est entreprise. Et ensemble, ils vont réaliser une pratique sportive. Alors ça peut être de l'athlétisme, ça peut être des mini-matchs de foot, ça peut être du badminton, ça peut être un certain nombre de sports. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y aura des équipes qui vont se rencontrer. Et quand elles vont être formées, elles vont évidemment être formées avec à la fois des demandeurs d'emploi et des recruteurs. Et on va les mixer. Et donc ensemble, ils vont mettre des stratégies sportives pour essayer de gagner. Ensuite, après ce moment-là, il y aura un repas convivial, pareil, où l'identité des personnes ne sera pas dévoilée pour avoir des échanges. Et donc, ça permettra effectivement d'avoir une connaissance des personnes totalement autre que par le CV ou par sa présentation d'une aide de motivation, par un certain nombre de critères. Donc, on verra en fait une identité un peu différente. À la suite du repas, là, chaque personne sera identifiée à la fois comme candidat, à la fois comme recruteur. Et donc, Pôle emploi aura préparé à la fois les demandeurs d'emploi, à la fois les entreprises, et aura prévu comme un job dating classique les entretiens entre un recruteur et les demandeurs d'emploi. Et évidemment, quand on aura fait les équipes au départ sportives,
ça aura été à la fois des demandeurs d'emploi qui voulaient être recrutés par un certain nombre d'employeurs, et c'était avec ces employeurs qu'ils étaient, et les candidats correspondront, en tout cas pour les profils avec un certain nombre de compétences exigées par les entreprises. Et donc là, à ce moment-là, ils valoriseront, mais ça permettra, le fait d'avoir fait du sport ensemble, de valoriser d'autres compétences qu'on n'aurait pas vues, c'est-à-dire travailler en équipe, comment on met une stratégie pour gagner, comment les uns et les autres, on peut échanger. Donc voilà l'intérêt du stade vers l'emploi. Alors autant le stade vers l'emploi a un cahier des charges assez strict, autant en s'inspirant de ce stade vers l'emploi, il y a eu des expériences qui ont été mises en place un petit peu différentes. C'est-à-dire, par exemple, faire une recette de cuisine ensemble, pareil, avec des demandeurs d'emploi et des entreprises. Se mettre des challenges un petit peu différents, par exemple, pour faire un poster avec un montage photo. Enfin, il y a plein d'idées qui peuvent être et qui peuvent sortir du contexte, mais l'idée, c'est de faire quelque chose ensemble, recruteurs et demandeurs d'emploi, pour en fait se rencontrer autrement qu'à travers un CV et pour pouvoir mettre en valeur des compétences, mais qu'on met en œuvre avec un challenge différent qu'un entretien d'embauche. Et ensuite, évidemment, viendra la deuxième phase, l'entretien d'embauche. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez rajouter des choses, Virginie ou... Après, il y a une petite vidéo qui va expliquer concrètement comment ça s'est passé, par exemple, en Centre Val-de-Loire. Donc, ça pourra redonner une autre idée. Mais oui, non, j'ai rien à ajouter sur ce que tu as dit, même les autres exemples de cuisine, etc. C'est des idées innovantes qui peuvent être différentes, justement, d'où le principe de notre thème d'aujourd'hui, hein, de recruter autrement que par le CV. Et on disait tout à l'heure, on parlait des savoir-être. Effectivement, le sport, on retrouve des savoir-être qu'on ne va pas forcément voir sur un CV. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran pour vous partager la vidéo. Alors. Le temps que ça charge. On est persuadé que le sport peut changer les vies. L'intérêt, c'est d'avoir un événement qui nous permettait de recruter autrement. Dans le concret du projet de la performance sociale de la fédération, parce que là on voit que le sport n'est pas seulement une pratique compétitive, mais un support à l'insertion professionnelle. Oui, parce que ça mélange tout le monde, ça met tout le monde au même niveau. Et le dialogue après, au niveau des entretiens, il est beaucoup plus fluide. L'idée est de se dire, à travers des épreuves sportives, les demandeurs d'emploi peuvent être repérés par des entreprises sur leur capacité à intégrer des équipes notamment. Qui est demandeur d'emploi, qui est même Pôle emploi ou personnel de la Ligue. Et donc, toute manière, tout le monde se parle comme si on était dans une équipe et c'était le fondement même de ce projet. Il y avait des jeux qui étaient compliqués quand même, la précision, tout ça. Mais l'essentiel, on s'est bien amusé, on s'est débrouillé. C'est une très belle collaboration, puisque depuis février, la Ligue a travaillé en collaboration avec Pôle emploi, pas moins de 5 visios d'organisation mises en place. On a associé les comités, bien entendu, du 45, mais c'est sur le territoire, les salariés du club du CNTO et les salariés du territoire. Et sinon, c'est aussi ça le suivant. Donc là, c'était l'exemple du badminton, mais comme disait Ariane tout à l'heure, ça peut être sur le basket, l'athlétisme, rugby. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au stade vers l'emploi? Parce qu'on répond au fil de l'eau, du coup. C'est bon?
Donc, comme vous avez pu voir, on vous a présenté un petit peu dans Recruter autrement des façons qui sortent un peu des cadres habituels. Et donc, on connaît tous le job dating où effectivement des entreprises présentent leur entreprise et des candidats en fait proposent leur candidature à des entreprises qui ont un stand. Là, l'idée, c'est au contraire de changer le rôle. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est les candidats qui sont assis à des tables avec leur profil et qui mettent leurs compétences, par exemple, en avant. Et là, c'est les professionnels qui vont voir les candidats qui ont les compétences qu'ils recherchent. Donc, en fait, là, c'est plus le demandeur d'emploi qui se déplace, mais ce sont les employeurs. C'est effectivement changer un petit peu les codes de recrutement, casser un petit peu ces codes pour effectivement que le candidat soit aussi un peu plus à l'aise. C'est lui qu'on recherche. C'est plus lui qui est là à chercher un emploi. Il n'a plus en fait l'impression qu'il est obligé de quémander quelque chose. Donc ça, pour lui, c'est valorisant et ça permet aussi à ce que le candidat il soit beaucoup plus à l'aise. Parce qu'en fait, le fait qu'on vienne vers lui fait qu'en fait, il y a des barrières qui tombent et du coup, ça permet aussi un réel échange. C'est-à-dire qu'effectivement, l'échange, il n'est pas le même parce que effectivement, c'est eux qu'on vient chercher. Et le fait qu'on vienne les chercher, eh ben, ça change les choses pour eux. Ça change le regard qu'on porte sur eux. Et donc ça, effectivement, ça permet de les valoriser et ça permet vraiment une rencontre. Enfin, tous ceux qui ont expérimenté ces job dating inversés, que ce soit les employeurs ou que ce soit les demandeurs d'emploi, tous nous disent qu'effectivement, ça a changé leur regard et leur façon de se présenter, d'être à l'aise. Et même pour les entreprises, ça a permis aussi de se présenter, mais de présenter leur entreprise de façon différente. C'est-à-dire de dire, on vient chercher un potentiel, on vient chercher des compétences, on vient vous proposer une entreprise avec une ambiance, avec un certain nombre de choses qu'on peut vous proposer et pas simplement rester dans le CV où il y a toutes les tâches, où il y a tout ce qu'on sait faire et l'employeur qui présente toutes les tâches. C'est un peu sortir de tout ça et quand on parlait de qu'est-ce que recherchent les jeunes aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les critères, notamment des jeunes, on est bien d'en chercher aussi une ambiance de travail, bien sûr un travail, bien sûr une rémunération, mais pas que. C'est-à-dire qu'effectivement, on cherche aussi à être bien et avoir envie de travailler et le matin, avoir envie de se lever pour aller dans son entreprise parce qu'on va y rencontrer des collègues, parce qu'on va y faire un travail qui va nous stimuler. Et donc tout ça, c'est pour ça qu'il y a aussi toutes ces façons de recruter autrement. C'est aussi ça, changer. Et effectivement, on voit que le monde du travail change, mais chacun a sa place. Et c'est justement essayer d'aller en avant et notamment vers ces jeunes générations. Alors, on vous a juste mis un exemple de quelque chose qui était beaucoup plus long et qui a été expérimenté, c'est-à-dire de faire pendant une semaine un diagnostic avec un parcours pour les demandeurs d'emploi, pour voir les actions qu'ils avaient ensemble. La semaine 2, c'était découvrir les métiers autrement, faisant notamment de l'immersion. Et la 3e semaine, c'était d'inverser les rôles avec le job dating. Et là, le fait d'avoir tout ce cheminement, effectivement, c'est un peu long, mais ça a permis qu'en fait, les recrutements se fassent et qu'ensuite, derrière, parce qu'on voit bien que c'est tout un parcours, c'est tout un cheminement, et ben, les gens qu'on avait rencontrés, que l'entreprise avait rencontrés, avait trouvé motivés, et ben, on pouvait toujours trouver, nous, Pôle emploi, un dispositif pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient les compétences ou qu'ils aient un supplément de formation nécessaire à prendre le poste. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi non, mais par contre il y a des questions, on répond au fil de l'eau. Il y a Séverine Gaudin qui demande: ce nouveau mode de recrutement a déjà été testé en administration, alors pas en Centre Val-de-Loire, je viens de vérifier avec Karim. Est-ce que chez toi en Nouvelle-Aquitaine tu as déjà testé ces... Alors on l'a fait au niveau de l'hôpital. Voilà, on est en établissement public, en fait, on l'a fait pour des ASH, aides-soignants.
Alors, aide-soignant, il y a un diplôme, donc c'est pour ça que je dis ASH. Après, quand je dis aide-soignant, c'était de voir avec des gens à qui manquait 1 ou 2 modules, ou qui, par la VAE, pouvaient arriver à être soignants. C'est pour ça que je le mets un tout petit peu entre parenthèses. Être soignant, c'est parce qu'ils avaient déjà soit une expérience professionnelle, soit une partie du diplôme qui leur permettait, avec une formation pas trop longue, de pouvoir occuper un poste d'aide-soignant. Mais c'est la seule expérience que j'ai. Il me semble que le job dating inversé, il avait été également fait, il me semble, dans les Hauts-de-France, si je dis pas de bêtises, mais ça concernait les services à la personne. Oui, mais c'est pas de l'établissement. Enfin, oui. Oui, c'est pas de structure publique, certes, mais le job dating inversé, ça avait déjà été fait, pas dans le secteur public. Mais nous, on l'a fait pour des EHPAD, par exemple. D'accord. Voilà. En privé, en Nouvelle-Aquitaine, ça a été fait pour des EHPAD. C'est pour ça que je disais, dans les services publics, moi, je n'avais que cette expérience-là. Mais c'est possible de le faire pour tous les métiers qu'on a donnés qui ne demandent pas un diplôme obligatoire, ou qui demandent juste, ou qu'on peut avoir par une VAE, c'est-à-dire qu'une expérience professionnelle permet ensuite, si on met un dispositif VAE derrière qui permet d'occuper le poste, voilà, ça peut être possible. Et à tous les âges, parce que Gabrielle Lesage indique que tu parlais des jeunes, elle dit aussi pour les seniors. Bien sûr. Pour tous les âges, ouais. Non, j'ai donné cet exemple-là, mais effectivement, ce n'était qu'un exemple. Ouais, parce qu'on a évidemment des publics cibles qui sont souvent un peu plus éloignés de l'emploi, qui sont les seniors, les jeunes, les travailleurs handicapés. On les a toujours en cible et en ligne de mire, de toute façon, évidemment. Alors, d'autres innovations existantes que tu peux citer, Ariane, recrutement par vidéo et recruter par le jeu. Alors, on a pu voir du recrutement. Alors, le recrutement par vidéo, c'est pas ce que vous connaissez en fait. Il y a quelques plateformes, dont une plateforme qui vient d'être créée par une start-up bordelaise. L'idée, c'est qu'en fait, le candidat, il reçoit de la part du recruteur un questionnaire en ligne sous forme d'une vidéo et il répond. Et en fait, c'est l'intelligence artificielle qui va chercher en fait les réponses qu'il y a avec des mots-clés pour effectivement voir si le candidat correspond, on va dire, à un certain nombre de compétences ou à un certain nombre d'exigences de l'employeur. Donc, c'est pas du tout, en fait, un entretien vidéo, une présentation vidéo. C'est vraiment la vidéo qui est utilisée, mais par une intelligence artificielle. Alors, la plateforme, elle met les nouvelles bordelaises. Il y en a pour le moment qu'une en start-up, mais c'est en train de se développer et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est en train d'être utilisée par un certain nombre de start-up pour effectivement faciliter le recrutement. Alors, il y a plein de choses qui vont arriver. On est vraiment encore à l'ordre de l'expérimental sur cette partie-là. On essaye, ouais, ensuite, on a des parties qui sont recrutées par le jeu. Alors, des jeux qu'on connaît, hein, le Serious Game, l'Hackathon, les Challenges, les Space Games, tout le monde connaît ces jeux-là qui... Là, l'idée, c'est de le faire, mais pour l'emploi. C'est comme le stade vers l'emploi. En fait, l'idée, c'est de prendre des choses qui existent déjà, mais de les remettre dans un autre contexte pour que les candidats puissent en fait mettre en avant leur potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme ils vont être, par exemple, sur l'hackathon, c'est le recruteur qui met en concurrence des candidats qui ont un potentiel pour un poste en lançant un défi. D'accord? Et là, c'est de voir comment ils répondent au défi. Et donc, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre? Ils peuvent mettre en œuvre quelles réflexions ils vont mettre en œuvre, qu'est-ce qu'ils vont... Donc, selon comment il est fait, il y a des réponses à donner, ils peuvent avoir des cartes, ils peuvent avoir tout un nombre de choses. On voit comment ils se déplacent, quelquefois c'est parce qu'ils se déplacent dans l'espace, c'est comment et comment ils répondent aux questions, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Donc ça, c'est l'hackathon. Il y a le Serious Game. Donc là, on est plutôt sur vraiment quelque chose de très ludique pour atteindre un objectif. Alors, on a vu dans le Serious Game et on l'a vu dans des aides à domicile, par exemple,
où dans le Serious Games, eh ben, l'idée, c'était d'avoir plusieurs salles. La salle de bain, la chambre à coucher, le salon, la cuisine, et en fait d'avoir des questions et pouvoir mettre en œuvre, par exemple, la sécurité, quelle sécurité ils doivent mettre en œuvre, l'aide à domicile, pour voir effectivement quelles sont les réactions. Et donc, en fait, on est pris dans un feu de l'action, on est plus dans le jeu, etc. Ce qui fait que la partie stress, évidemment, tombe beaucoup plus et qu'on peut observer des comportements et des réactions qu'on peut observer lorsqu'on est dans des entretiens. Donc, et on voit aussi, et l'idée qui est très intéressante par rapport à toutes ces méthodologies-là, c'est qu'en fait, quand il y a un échec, parce qu'on ne répond pas à la question, parce qu'on doit trouver tel personnage qu'on n'a pas trouvé, on voit finalement comment par la réflexion, on va plus loin que l'échec et que finalement on arrive à la réussite. Et c'est tout ça qui permet effectivement d'évoluer. Alors sur les Space Games, nous on a une expérience Pôle emploi où on a quelque chose qui s'appelle l'Emploi Store chez nous. Et en fait, pour faire découvrir l'Emploi Store, ça a été fait à Paris et il y a eu c'était sous des tentes. En fait, on a fait un Space Game où ils se déplaçaient en fait pour voir tout ce qui était à l'intérieur. Voilà l'expérience qu'on a et donc on montrera de plus en plus avec des professionnels, effectivement, ce genre de recrutement par le jeu. Merci Ariane, effectivement, c'est vraiment voir des comportements de gens en dehors, encore une fois, on est en dehors du CV des entretiens types, hein, on passe ces barrières-là pour aller sur d'autres analyses comportementales. En fait, c'est très intéressant d'expérimenter d'autres types de recrutement. Tu as bien expliqué Ariane, ouais, je comprends bien. C'est justement quand on fait des choses comme les salles, l'aide à domicile, c'est de voir les comportements réels. C'est-à-dire, c'est pas de dire on n'est que dans le jeu et on n'est plus du tout dans le professionnel. C'est qu'en fait, dans les objectifs ou dans ce qu'on va mettre dedans, évidemment, il va y avoir une partie quand même d'actes professionnels, mais sous une approche tellement différente qu'en fait, on sort pas complètement du professionnel et à la fois on sort du CV tout ce qui nous cantonne en fait et qui permet pas de voir toutes les potentialités. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vous ai mis le nom qu'elle citait tout à l'heure, Emploi Store, parce que c'est pas sur notre slide. N'hésitez pas à aller voir sur une barre de recherche emploistore.fr. En fait, vous trouvez beaucoup de choses. Justement, sur l'Emploi Store, vous avez tous les serious games qu'on peut proposer. Il y a énormément de liens. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut être pour le candidat comme pour l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Sinon, on poursuit. Alors, en tout cas, si vous avez des questions, on reste joignable. Le support vous sera envoyé. Donc, nos contacts, moi-même, donc sur la région Centre-Val de Loire, avec Karim Albi à côté de moi, et sur la Nouvelle-Aquitaine, Ariane, qui est avec nous aussi, et sa collègue Christelle Valentin-Poujade. Donc ça, c'est les contacts de la direction régionale des deux régions. Donc, on est référent de toute la quinzaine et de la DGAFP. Et donc, si vous voulez creuser un peu plus, agence par territoire, quand vous cliquez sur le lien que vous voyez ici, retrouvez-les. En fait, ici, pour la région Centre-Val de Loire, vous allez avoir tous les contacts des différentes agences. Donc, sur la région Centre-Val de Loire, on est 34 agences Pôle emploi qui gèrent les entreprises par rapport à leur zone géographique. Donc, après, c'est pas à vous de chercher qui est quoi, c'est d'aller voir quel est le lien par rapport à votre zone géographique. Et donc, on a la même chose sur la Nouvelle-Aquitaine avec, pareil, le lien pour trouver toutes les lignes directes des équipes entreprises. On ne vous l'a pas expliqué forcément, mais effectivement, dans chaque agence, en fait, vous avez des conseillers qui s'occupent des demandeurs d'emploi, des conseillers placement. Il y a des conseillers entreprises, donc c'est une équipe par agence qui va s'occuper de votre établissement. Donc, vous avez forcément un interlocuteur direct, et c'est pour ça qu'il y a ces liens-là. Et puis, il y a évidemment les conseillers indemnisation qui calculent les droits des demandeurs d'emploi.
Deux petites précisions concernant ce qui a été présenté tout à l'heure. Donc, la première sur l'immersion professionnelle, ayez en tête qu'il faut qu'il y ait un tuteur, bien entendu, dans le cadre de l'immersion. On ne laisse pas la personne découvrir tout seul le secteur ou le métier ou l'environnement de travail. D'accord? Donc ça, c'est important. Il faut bien qu'il y ait un interlocuteur qui soit identifié par rapport à ça. Et deuxième précision que je voulais également apporter sur l'AFPR et la POI, c'est qu'on peut cumuler formation en centre de formation et tutorat. D'accord? Vous pouvez, c'est pas ou l'un ou l'autre. Vous pouvez faire les deux, bien entendu. Voilà. Donc je voulais apporter ces précisions pour que ce soit clair pour vous. Alors, il y a une question de Séverine Godin qui demande: le coût doit être conséquent, qui paie? Y a-t-il des partenariats autres que Pôle emploi? Alors, le coût, pourquoi? Pour quelle présentation? Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que c'est le coût sur les immersions, les aides à l'embauche, ou alors le stade vers l'emploi? C'est par rapport à quoi le coût? Mise en œuvre des jeux. Ça, donc, c'est la dernière chose qui a été présentée. Alors, moi, j'ai pas trop d'exemples sur le centre Val-de-Loire, parce que c'est expérimental. Ariane, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous, à chaque fois que ça a été fait, enfin, tout ce que j'ai vu mettre en œuvre, ça a été la plupart du temps des branches professionnelles, en fait, qui créent ça, comme en fait, il y a beaucoup de travail qui est fait sur l'attractivité, à la fois par les branches professionnelles, à la fois par des chambres consulaires, à la fois par du conseil régional ou du conseil départemental. Et en fait, c'est souvent ceux qui mettent l'argent. En fait, c'est tous ces acteurs-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille sur l'attractivité des métiers, il y a des choses, ça peut être des affiches, c'est de la communication, mais ça peut être aussi tout ce que j'ai présenté, et c'est sous cette forme-là souvent que l'argent arrive. Il y a une autre question sur si l'organisme de formation n'a pas la certification Calliope, c'est gênant pour la FPR? Oui. Oui. Concernant l'action de Madame Le Magaro, pardon, excusez-moi. Il faut que l'organisme de formation soit référencé Calliope. Hein. Ça, c'est un impératif. Si c'est pas le cas, on ne pourra pas établir d'AFPR. Sauf dans le cadre d'un tutorat. Donc, formation interne. Formation interne, au sein de la structure, directement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ce qui a été présenté, parce que c'était assez varié au niveau des thématiques? N'hésitez pas, vous aurez aussi, donc, comme je le disais, nos adresses mail. Une dernière précision, sur la MRS, on peut mutualiser, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez être plusieurs établissements publics sur un même poste. C'est-à-dire que vous avez plusieurs besoins. À la base, on met pas la MRS pour un poste, pour une entreprise, pour un poste, hein. Parce que c'est quand même un investissement auprès de Pôle emploi. C'est un kit, ça sous-entend un investissement et en personnel et en moyens financiers. Par contre, si plusieurs établissements ont plusieurs recrutements sur un même poste, on peut monter une session pour l'ensemble des entreprises qui sont intéressées. Donc ça reste possible. Ah, bonne question. Pour les secrétaires de mairie, vous avez un exemple. Alors, un exemple pareil sur quoi? Sur l'immersion, sur la MRS, oui, on avait sur la MRS. Alors, en centre Val-de-Loire. Le kit existe. Hein. Ouais, le kit existe. Le kit mais... existe, mais à ma connaissance, en tout cas pour notre région, la région centre Val-de-Loire, je ne suis pas sûr qu'elle ait été mobilisée. Hein. On sait que, alors, si le kit existe, du coup, vous pouvez le mobiliser, mais après, est-ce qu'on a déjà fait? Pas forcément. D'où l'intérêt de vous présenter ces dispositifs-là, parce qu'ils sont pas forcément connus des établissements publics. C'est à vous de nous faire la demande si vous avez un besoin récurrent ou un gros besoin. Effectivement, justement, on va initier ces demandes-là. D'où l'intérêt du lien aujourd'hui aussi. Hein. Les secrétaires de mairie, on sait que c'est un vaste sujet. Oui. Alors, autre chose sur la MRS, parce que vous parlez de la MRS tout à l'heure, la MRS, hein, on parlait de cumul et enchaînement de mesures. La MRS, dans certains cas, parce que ça, je l'ai vu, comme il peut y avoir des
des besoins de formation parce que la MRS était juste déshabilitée à occuper un poste 2. Mais la personne n'a peut-être pas forcément toutes les compétences à exercer le poste en question. On peut enchaîner, donc la personne qui a été sélectionnée dans le cadre d'une MRS peut intégrer un établissement avec une FPR derrière. C'est cumulable. Ça peut se cumuler. De toute façon, à partir du moment où vous avez votre interlocuteur Pôle emploi, après, il n'y a plus qu'à faire le parcours. Hein. Oui. Après, ça, effectivement, ces choses-là, c'est une négociation de ce type-là, bien entendu, ça va toujours relever de votre conseiller référent. Hein. C'est avec lui qu'il faut échanger pour justement mobiliser, on va dire, le bon service au bon moment par rapport à vos besoins. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer avec Isabelle. En tout cas, on vous remercie de votre écoute. Merci à vous. Oui, merci à Ariane, Virginie et Karim pour cette intervention à 3 voix et pour ce panorama des modalités de recrutement un peu différentes et c'est vrai pas toujours connues. Donc c'est bien l'objectif aussi de ces conférences et de faire découvrir ce qui peut exister, ce qui peut être mobilisé pour recruter autrement. Donc, a priori, donc comme il y a eu la réponse aux questions au fil de l'eau, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose effectivement de lever la séance. Merci à vous tous pour votre participation et peut-être on aura l'occasion de se revoir sur d'autres conférences qui vont être proposées dans le cadre de cette quinzaine. Merci à tous, bonne fin d'après-midi. Merci encore Merci. aux Au revoir. collègues de Pôle emploi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.